Et bonjour et nouvelle vidéo de présentation de la suite du chapitre 3 de la quatrième à la cinquième République. Donc on replace un petit peu le contexte de ce qu'on avait vu dans la deuxième partie, hein, on avait vu donc les 2 grands événements de ce début de cinquième République avec, tout d'abord, les 30 glorieuses qui, bon, normalement vous avez dû effectuer une recherche dessus, hein. Donc la Trente Glorieuses, c'est la période d'une trentaine d'années qui suit la Seconde Guerre mondiale où, on connaît un grand boom économique, hein, c'est-à-dire que comme il faut reconstruire le pays, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. L'industrie, travaille, plein pot, hein, pour, la production et c'est le développement d'une société de consommation, voilà. Et du coup, c'est une période assez prospère où, on peut réussir dans la vie, en ayant peu de diplômes parce que on cherche vraiment, très tôt les travailleurs, donc on va commencer à travailler à l'âge de 15-16 ans et voilà, la progression dans la hiérarchie est peut-être un peu plus simple qu'aujourd'hui où il faut être, vraiment bardé de diplômes pour avoir le métier qu'on souhaite. Et également deuxième événement, hein, c'est mai 68. Mai 68 qui est une période de crise, sociale. Crise, sociale parce que, voilà, c'est un petit peu la lutte entre, l'ancien système et le nouveau, hein, entre les anciens et les jeunes et ça va, provoquer le fonctionnement d'un monde nouveau, voilà, où, les rapports sociaux, vont être un petit peu différents entre, l'homme et la femme, davantage de liberté, davantage d'expression possible, voilà. Où, les jeunes vont avoir une place, un peu plus importante et où également les travailleurs font valoir leurs droits grâce aux grèves, qui vont, leur permettre, voilà, d'avoir de nouvelles avancées sociales comme par exemple, les semaines de congés payés ou des choses comme ça. De Gaulle dans tout ça, c'est le président de cette, première partie de République, voilà, ça commence très bien pour lui, puis ça se finit pas très, très bien puisque, voilà, il va être de plus en plus contesté par, les personnes qui le suivaient au départ, c'est-à-dire, le peuple, hein, vu, voilà, ça il incarne une légende, hein, la légende de celui qui a gagné la Seconde Guerre mondiale et donc voilà, dans le contexte de la crise de 68 entre l'ancien système et le nouveau, lui fait plutôt partie de l'ancien et donc voilà, il va être un peu mis à mal et voilà, en 69, il est obligé de démissionner. Enfin, il est obligé, il est pas obligé de le faire, mais il a toujours dit, hein, que si, à un moment donné, le peuple ne soutenait plus, il démissionnerait de son propre chef. Voilà et donc il tient promesse et en 69, il démissionne, heu et se retire de la vie politique, définitivement. Alors dans la suite, du cours, du coup, on est sur, l'évolution de la place de la femme puisque dans cette cinquième République, quand même, on peut dire que, la femme va avoir des droits qui vont être, beaucoup plus importants, hein, voilà, alors pour devenir l'égalité de l'homme sur le papier, après on sait aujourd'hui qu'il existe toujours, quelques inégalités, hein, qui persistent. Voilà, par exemple, il y a moins de femmes dans les hautes fonctions, voilà, on n'a jamais eu de femme présidente notamment, et puis les grands chefs d'entreprise sont majoritairement des hommes et pas des femmes. Les salaires aussi, sur des niveaux de salaire élevés, les femmes gagnent en moyenne 15 de moins qu'un homme. Donc c'est toujours des inégalités qui existent, mais voilà, on va voir quand même que pendant cette cinquième République, le droit des femmes va vraiment, être bouleversé, voilà, va vraiment changer de manière profonde. Ça commence en 44, hein, donc juste avant cette cinquième République, pendant la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle, promet le droit de vote aux femmes. Voilà, donc elles l'obtiennent en 44, promesse de Gaulle, et elles vont voter pour la première fois en 1945. Hein. C'était stratégique aussi pour De Gaulle, c'était de se dire, voilà, les hommes sont dans la résistance, comment je fais pour entraîner le plus grand nombre et peut-être même les femmes, c'est en leur promettant le droit de vote, voilà, sachant que d'autres pays avant la France avaient donné le droit de vote, comme par exemple l'Angleterre, et que ça se passait très très bien. On constate cependant qu'en politique, elles sont moins représentées. Alors je vous ai mis le chiffre des dernières élections législatives de 2017, pardon. Sur 577 députés, 224 sont des femmes. Donc on n'est pas encore à 50%, hein, on est à 38% de femmes et donc 62% d'hommes. Donc il y a encore un déséquilibre là-dessus. Voilà. Donc les députés, je rappelle, ce sont
des représentants du peuple, hein, qui proposent et votent les lois. Cependant, ce chiffre reste historique pour les femmes, voilà, puisque les élections précédentes, en 2012, on était plutôt autour de 25% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc il y a vraiment une progression quand même. Voilà. Ensuite, je vous ai mis quelques dates clés, hein, dans cette présentation. Donc sur l'évolution des droits des femmes au cours de la Ve République. Donc voilà, en 1945, le congé de maternité est indemnisé à hauteur de 50% sur 8 semaines. Alors 8 semaines, ça fait 2 mois, c'est quand même pas mal, hein. Aujourd'hui, vous savez que c'est 2 mois et que les femmes sont indemnisées à 100%. En 1950, c'est la fête des mères qui est une fête de plus en plus répandue et qui voilà, célèbre les mères à travers la France. En 67, c'est la loi Neuwirth. Neuwirth, c'est un député alsacien, hein, voilà, qui va proposer une loi permettant aux femmes d'avoir accès à la contraception, donc à la pilule. La pilule qui est inventée quelques années auparavant aux États-Unis et qui se répand très rapidement là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui va arriver en France petit à petit. Voilà. Et donc les femmes vont avoir accès à cette contraception de manière légale, puisqu'avant, il était illégal d'utiliser un moyen de contraception pour les femmes. En 1970, donc il y a différents mouvements qui sont fondés. Le plus grand, le plus connu, celui qui a le plus de poids, c'est le MLF, le Mouvement de libération de la femme. Donc ce mouvement-là va militer pour le droit des femmes à travers le pays et notamment sur le droit à l'avortement. En 70 toujours, le congé de maternité est indemnisé à 90% sur 12 semaines, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez proche de ce qu'on connaît là, hein, aujourd'hui. En 74, Simone Veil, qui est à l'époque ministre de la Santé, et ben du coup c'est la première femme qui va avoir donc accès à un ministère. Avant, c'était que des hommes qui ont eu accès à ces hautes fonctions, et voilà, elle devient ministre de la Santé et donc sous son ministère, elle va impulser une nouvelle politique en faveur des femmes et en faveur notamment 1975 du droit à l'avortement. Voilà, droit à l'avortement qui est voté en France, hein, euh, sous Valéry Giscard d'Estaing, avec Jacques Chirac comme Premier ministre. Et donc les femmes vont avoir le droit d'avorter de manière légale. Puisqu'avant, en fait, l'avortement se pratiquait, mais se pratiquait à la sauvette, hein, et voilà, souvent le problème c'était les problèmes sanitaires, hein, d'infection ou de choses comme ça, parce que voilà, on pratiquait l'avortement avec des aiguilles, hein, des aiguilles à tricoter notamment, et voilà, c'était pas médicalisé, quoi. Alors que là, cet acte-là devient un acte médical, un acte de chirurgie. En 2000, loi sur la parité en politique, c'est-à-dire que les partis politiques sont obligés de présenter aux élections, aux différentes élections, autant d'hommes que de femmes. Voilà. Donc on n'est pas très bien classé au niveau mondial là-dessus, hein, puisqu'il y a toujours des partis politiques qui ne respectent pas cette réglementation-là. Mais bon, vu les amendes, aujourd'hui, on les incite quand même à le faire. Voilà. Les partis politiques payent des amendes parce qu'ils ne présentent pas autant de femmes que d'hommes. Alors la période après Charles de Gaulle, donc entre 1969 et 1980, on va avoir deux présidents. Voilà, le premier, ça sera Georges Pompidou. Pompidou qui était le premier ministre de Gaulle à l'époque, et donc qui va être élu président en 1969. C'est l'ancien ministre du général de Gaulle. Il mène une politique plus européenne et ne s'oppose plus à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Voilà, parce que de Gaulle, lui, était contre. Mais du coup, avec Georges Pompidou, ça change un peu. Son Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, applique une série de réformes qui s'appelle la Nouvelle Société, qui vise à réduire les inégalités avec la création du SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Donc c'est un salaire qui doit être payé de manière minimale par les entreprises. Et donc Georges Pompidou meurt en 74, donc il ne termine pas son mandat. Voilà, il est victime d'un cancer fulgurant qui va le ronger très rapidement et il va mourir pendant l'exercice de ses fonctions.
Et donc du coup, son premier ministre, hein, Jacques Chaban-Delmas, est chargé d'organiser les nouvelles élections qui vont être réalisées en 74. Alors pendant ce temps-là, les partis de gauche se sont rapprochés, comme le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche, qui ont signé un programme commun de gouvernement en 72. Et leur candidat est François Mitterrand, qui est battu peu aux élections présidentielles de 74 par Valéry Giscard d'Estaing. Il devient, ce dernier, président, le troisième président de la Ve République. Voilà. Donc François Mitterrand, que vous connaissez peut-être un petit peu, voilà, par vos grands-parents. François Mitterrand commence à pointer et à faire des propositions, hein. François Mitterrand, c'est le seul président qui aura fait 2 septennats, hein, 2 fois 7 ans. Et voilà, c'est un des présidents emblématiques, hein, de la Ve République, au même titre que d'autres, hein, que Charles de Gaulle ou d'autres. Mais à cela près que François Mitterrand, ça sera le premier président d'un parti de gauche, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la Ve République. Alors les années 70, ça marque la fin des 30 glorieuses, hein, voilà. La date qui est retenue, c'est 1973, en règle générale, pour la fin de ces 30 glorieuses avec le premier choc pétrolier. Voilà. Donc c'est une crise économique mondiale sur le pétrole qui est à l'époque la ressource énergétique la plus utilisée à travers le monde, hein. Voilà, le pétrole, on a l'impression que c'est inépuisable et qu'on en trouvera toujours partout, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est pas vrai et que c'est une ressource qu'il faut préserver. Mais à l'époque, voilà, avoir une voiture qui consomme 15 litres au 100 et utiliser le pétrole dans l'industrie, ça n'est pas vraiment un problème. Pour personne, surtout que ça coûte pas cher aussi, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon bah le prix du pétrole augmente, hein, évidemment, choc pétrolier. Voilà, parce que bah, on a un moment où on a peut-être consommé beaucoup de pétrole et on se rend compte que finalement c'est une denrée qui est épuisable, hein. Et puis les grands pays producteurs de pétrole se rendent compte qu'ils ont entre les mains de l'or, hein, littéralement, et qu'ils peuvent le monnayer. Donc ils vont réduire aussi la production. Alors, augmentation des prix du pétrole, donc forcément il y a des entreprises qui vont pas pouvoir payer et donc le chômage et l'inflation connaissent une hausse brutale. L'inflation, pour rappel, c'est l'augmentation générale des prix, hein, c'est-à-dire que tous les prix prennent un certain pourcentage et donc forcément quand la vie le cours de la vie augmente de 10%, c'est compliqué pour certains ménages de subvenir à ses besoins. En 75, il y a 1 million de chômeurs en France et l'inflation atteint 10%. Le Premier ministre de l'époque, c'est Jacques Chirac, amorce une politique de réforme. Et dans ces réformes, hein, il va voilà, donner des avancées sociales, comme par exemple la majorité à 18 ans, la loi sur le divorce également, qui devient voilà, quelque chose d'équitable entre l'homme et la femme. Et bon, on l'a vu, hein, la loi sur l'avortement, avec Simone Veil comme ministre de la Santé. À partir de 1976, Raymond Barre, nouveau Premier ministre, instaure une politique économique de rigueur très impopulaire en vue de relancer l'économie et de limiter l'inflation et de rendre à la France une certaine compétitivité. Évidemment, toutes les politiques de rigueur entraînent on va dire des problèmes sociaux puisque les gens ne sont pas contents de devoir mettre la main à la poche pour l'État. En dessous, vous avez quelques définitions. Donc, choc pétrolier de 73, choc pétrolier de 79, puisqu'il y en a eu un deuxième quelques années plus tard, et également l'OPEP, qui est un sigle, hein, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc, ce que je vais vous demander de faire, comme d'habitude, hein, c'est de regarder un petit peu sur Internet, de nous trouver des définitions pour ces trois éléments-là, et puis de les noter sur votre cours. Quand vous serez de retour à la maison familiale, j'espère dans pas très longtemps, eh bien, on reprendra tout ça et puis on fera une correction pour que vous ayez bien tous les éléments, puisque je vous rappelle, encore une fois, que ce chapitre est au bac. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée et puis un bon travail à vous. Allez, au revoir.